Dans ce journal, le chef de l'État, Joseph Kabila, a passé 3 jours dans la province de Kassa-Oriental. Vous le savez, sur place, le président de la République a procédé au lancement des travaux d'asphaltage de la voirie urbaine. Il a également inauguré l'usine de Kankassa à Kaboué avant de se rendre compte de l'avancement des travaux de la nouvelle société minière Sassim. À la fin de son périple, le gouverneur Ngoï Kassanji revient ici sur les faits dans une interview qu'il a accordée à la presse. Cette marque de confiance de la population vis-à-vis de son chef témoigne de l'estime qu'elle a vis-à-vis du président de la République après cette brillante victoire sur le M23. La spontanéité avec laquelle ils l'ont fait, parce que je leur ai annoncé la nouvelle de l'arrivée du chef de l'État jeudi et vendredi. Ils étaient tous comme un seul homme. Toute la ville a vibré autour de cet événement, de ce grand événement où hommes, femmes, enfants, tous étaient à l'aéroport de Bipemba. Ils ont marché, ils ont accompagné le chef de l'État jusqu'à sa résidence officielle. Et donc, au nom de toute la province du Kassai-Oriental, au nom du gouvernement provincial au mien propre, je tiens à remercier la population de la province du Kassai-Oriental, celle de la ville de Mbujimaï, pour cet accueil chaleureux. Je leur dis que nous sommes ensemble, qu'elles continuent sur cet élan, parce qu'il faut être unis, il faut être soudés autour du président de la République. Il va de l'avenir de cette province. Diplomatie dans ce journal, la Grande-Bretagne félicite les autorités congolaises pour la conclusion des pourparlers de Kampala. C'est la déclaration de l'ambassadeur britannique en RDC lors des entretiens qu'elle a eus avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Diane Corner a émis le vœu de voir le dialogue être engagé dans la sous-région des Grands Lacs pour la gestion de l'après-guerre. La Grande-Bretagne promet également de soutenir l'organisation de l'élection prévue pour 2016. La poursuite du processus électoral intéresse la communauté internationale. Reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Njoko, l'ambassadeur britannique a relevé la nécessité d'engager le dialogue dans la sous-région des Grands Lacs après la victoire des FARDC sur le M23. Diane Corner promet le soutien de son pays à l'organisation des prochaines élections en RDC qui devront consacrer la continuité du cycle démocratique. L'important, c'est le commencement d'un vrai dialogue régional. Et c'est ça qu'il faut commencer maintenant, sous les accords d'Addis Ababa, bien sûr. Et c'est très important, nous trouvons, de vraiment approfondir ce dialogue pour créer une vraie stabilité dans la région. Bien avant, Aubin Minakou a conféré avec l'artiste et musicien J.B. Mpiana, président de l'orchestre Wenge Musica BCBG, qui va se rendre cette semaine en France pour livrer un concert au Zénith de Paris après plusieurs années de trêve sur le vieux continent. Cette initiative a été bien appréciée par le président de l'Assemblée. Le message, c'est la réconciliation, Bosangani, Boyokani, Bomoko. Et je profite pour féliciter aussi le chef de l'État pour la victoire de la guerre, surtout les FARDC. Au moins 21 personnes ont été tuées à Beni dans une attaque d'une extrême brutalité, rapporte un communiqué publié par la MONUSCO. Selon la société civile, cette attaque porte la signature des ADF Nalu de l'Ouganda et le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, de son côté, souhaite qu'une enquête soit ouverte dans les plus brefs délais pour faire toute la lumière sur ces violations graves de droits de l'homme. Nous sommes justement en direct avec le porte-parole de la société civile du Nord Kivu, Omar Kavota. Vous dites que cette attaque est une signature des ADF Nalu. Qu'est-ce qui amène à le confirmer? Nous pensons que nous avons lancé notre cri de détresse, notre cri d'alerte pour attirer effectivement l'attention du gouvernement provincial, du gouvernement central, de la MONUSCO sur ce qui est arrivé, sur ces actes barbares, ces actes cruels et terroristes. Et nous
façon qu'il est plus qu'urgent que le FARDC et la MONUSCO déclenchent des opérations de traque contre ces rebelles en vue de libérer la population contre un activisme criminel perpétré et perpétué même par ces rebelles dans les territoires de Béni. Nous pensons que nous devons être attendus. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 familles qui ont fui la localité de Kiaviker ainsi que la localité de Balega. À la suite de cet activisme des ADF NALU, on doit tout faire pour libérer les territoires de Béni. On doit en finir avec les ADF NALU. Peut-on dire que ce crime fait suite à l'annonce du gouvernement congolais et de la MONUSCO d'éradiquer les groupes armés dans le pays? Oui, il faut d'abord dire que c'est la société civile qui a été pionnière à dénoncer ces carnages qui a été perpétré par les ADF NALU. Nous disons ADF NALU parce que ceux qui ont opéré dans la localité de Kiavikere, qui ont tué les 20 civils, ont opéré à découvert. Ce sont les ADF NALU, c'est bien identifié, ça a été bien connu, ils ont été visibles, ils ont opéré leur passage dans la localité, ils ont opéré plus de 3 embuscades sur l'axe Mwenda-Kikingi, donc dans le secteur de Rwenzori. Bref, nous avons toutes les informations, toutes les preuves nécessaires pour identifier qu'il s'agit bel et bien des ADF NALU. Et quelles sont justement les mesures prises par les autorités locales et provinciales pour protéger la population? Non, d'abord, il faut dire que le carnage qui a été opéré mercredi 11 décembre courant et qui a fait 20 morts parmi les civils n'est pas le premier carnage du genre. Vous savez que lorsqu'il avait été déclenché les opérations Rwenzori en juin 2010, les ADF NALU avaient encore opéré les actes du genre au chef-lieu du secteur de Rwenzori à Mutwanga, où ils avaient détruit le bureau du secteur, la résidence du secteur et tué plus ou moins 13 civils. Et le mois dernier, il y a plusieurs corps qui ont été découverts à chefferie de Watalinga et à secteur de Benimbau. Bref, il ne s'agit pas seulement du premier acte du genre, mais toujours est-il qu'il faut dire que les ADF NALU agissent ici toutes les fois qu'il est annoncé une opération de traque contre eux. Et nous pensons que cela ne doit pas les dédouaner et cela ne doit pas empêcher le FARDC, moins encore la MONUSCO, à pouvoir en finir avec ces rebelles ougandais. Merci Omar Kavota pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Washington envisage d'aider la République démocratique du Congo à accroître sa production hydroélectrique. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'Agence américaine pour le développement international, Raji Shah, en visite en RDC lundi. Il s'est rendu en compagnie du Premier ministre Augustin Matata Ponyo à la centrale hydroélectrique d'Inga. Suivez. La centrale hydroélectrique d'Inga dans la province du Bas-Congo, dans l'ouest du pays. Sur ce magnifique site, aux côtés d'Inga 1 et 2, le gouvernement central va construire la plus grande centrale hydroélectrique du monde. En complément aux 1500 que produisent Inga 1 et 2, mises en service depuis 1970 et 1980. Rajiv Shah, le chef de l'Agence américaine pour le développement international, est membre du Sénat américain, de la Banque mondiale, de la Société financière internationale et celui de la Banque africaine de développement ont tour à tour visité le 2 central, la station des conversions et la vallée de la Bondi qui recevra la gigantesque infrastructure d'Inga 3. Tenez, ce projet pourra avaler jusqu'à 12 milliards de dollars américains. Mais au finish, le gouvernement de la République mise sur la construction de Grand Inga avec 5 autres centrales dans cette vallée en vue de produire 40 000 MW, soit l'équivalent de plus de 24 réacteurs nucléaires de 3e génération. Sans prématurément évoquer le montant de l'investissement américain dans ce projet, le chef de l'USAID a rassuré le chef du gouvernement congolais de l'engagement de son pays à financer
la construction d'Inga 3. Nous allons impliquer le secteur public et le secteur privé. Et donc ces investissements privés ne viendront que si vraiment ils ont confiance par rapport à la gouvernance extraordinaire du Premier ministre avec toute son équipe et s'ils sont en train de travailler de manière réussie et ils sont en train de le faire pour Inga 1 et Inga 2 où on a pratiquement doublé la production. La visite de cette délégation fait partie des retombées du dernier balai économique déployé par Matata Ponyo en octobre aux États-Unis. Autre titre en bref, près de 2000 nouveaux réfugiés centrafricains sont arrivés à Zongo à l'Équateur. Ce chiffre porte à environ 3200 le nombre des réfugiés centrafricains dans cette partie du pays. Selon le bureau du Haut Commissariat des réfugiés à Mbandaka, 877 nouveaux réfugiés ont été relocalisés jusqu'à lundi au camp du HCR de Molé, alors que 600 autres se trouvent dans des familles d'accueil à Zongo. Plus de 47 000 réfugiés centrafricains vivent actuellement en RDC. La réserve stratégique poursuit ses productions à l'approche des festivités de fin d'année. La directrice générale de la réserve stratégique a étendu encore l'opération de fourniture des vivres de première nécessité produits dans sa ferme agroalimentaire, mais aussi ses étangs. Après le Parlement congolais, c'est le tour des écoles de la capitale. C'est une opération qui connaît un franc succès à Kinshasa depuis son lancement il y a quelques mois. Une initiative de grande portée sociale, car les prix sont abordables mais aussi nutritionnels, car il s'agit de mettre à la disposition des Congolais des vivres fraîchement récoltés, et c'est maintenant le tour des écoles. Manioc, poissons frais, farine de maïs et autres, un kit à seulement 27 000 francs congolais, motif de joie pour les bénéficiaires. Nous encourageons de telles initiatives. Si cela doit continuer, ça donnerait un ouf de soulagement à nous, les enseignants, qui souvent sont considérés comme, ou sommes considérés comme un peu délaissés pour compte du gouvernement. Je suis vraiment très ravie de voir cette surprise comme ça, qui peut vraiment nous égayer à la maison avec les enfants. C'est qu'on n'aura pas de faim. Ndona Marianne croit ainsi accomplir une des missions assignées à la création de cette réserve stratégique, dont elle est directrice générale. Une action louable, appelée donc à s'étendre sur toute l'étendue du territoire national, surtout dans les contrées où la pénurie alimentaire continue à faire des victimes. Autre chose à présent, la Robank, en partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo et la FAD, ont lancé vendredi dernier un outil web de gestion dénommé SME Toolkit, un instrument important pour le développement de petites et moyennes entreprises. Cet outil est la première ressource en ligne et hors site ayant un contenu global de standard international dédié au renforcement des capacités des PME dans les pays émergents. Ça y est, la République démocratique du Congo fait désormais partie de cet outil important du web dénommé SME Toolkit. Créé en 2002 par la société financière internationale IFC, du groupe de la Banque mondiale avec l'appui technique d'IBM, elle est disponible et accessible en plus de 17 langues dans plus de 40 pays à travers le monde. La version RDC est disponible et accessible sur le site web local qui est le www.rdc.smetoolkit.org. Toutes les petites et moyennes entreprises en RDC peuvent y accéder gratuitement et y trouver différentes ressources susceptibles de les aider à améliorer leur performance. À travers cette boîte à outils, SME Toolkit RDC permettra aussi aux différents utilisateurs de naviguer ou de rechercher le contenu dont ils ont besoin, de consulter le répertoire d'entreprises listées et de participer ainsi à des forums de communautés polyglottes sur des domaines clés pour le développement de leur activité. Accessible sur Internet et mobile, ce portail est aussi un cadre où entreprises et annonceurs divers pourront présenter leurs produits, faire passer les messages publicitaires à de milliers d'internautes visiteurs du site. On se quitte avec du sport. Les représentants congolais aux compétitions africaines interclubs connaissent déjà leurs adversaires des préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe des confédérations de la CAF. Seul le tout-puissant Mazembe est exempté de ces préliminaires. Il jouera les 16e des finales contre le gagnant du match Astre de Douala et à Konangi équatorial.